Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette grande édition de 21 heures de la télévision Bonferrey. Le dernier sommet de la CEDEAO à Accra a convenu donc de la création future d'une force anti-coup d'État dans son espace d'influence. Une décision irréfléchie a rétorqué l'analyste politique Bounti Diallo qui y voit donc la preuve d'une fuite de responsabilité. N'est-ce pas, Sidi Kouarouna? The leaders are determined to establish a regional force. Les dirigeants sont déterminés à mettre en place une force régionale qui interviendra en cas de besoin. Réunis la semaine dernière à Accra, au Ghana, le chef d'État et de gouvernement de la CEDEAO se sont penchés sur la situation socio-politique et sécuritaire qui prévaut dans la sous-région. D'importantes résolutions ont été prises, dont une inattendue, celle de la mise en place future d'une force anti-coup d'État. Une résolution qui a fait réagir nombre d'analystes politiques en Afrique. Les chefs d'État ont fait quel constat? Qu'il y a trop de coups d'État dans la sous-région. Qu'est-ce qui amène ces coups d'État? D'abord, il faut savoir que nos États sont très faibles. C'est-à-dire nous avons des institutions qui sont vacillantes, qui n'ont aucune base solide pour pouvoir être appelées institutions. Je parle de tout le pouvoir politique, militaire et judiciaire, etc. Donc, vous avez des États faibles. Vous avez des armées aux ordres. Le rôle régalien de l'armée n'est jamais ce qui se pratique dans la sous-région. Une résolution qui a fait réagir Dr Amadou Bounti Diallo. L'analyste politique y voit plutôt un saupoudrage inutile pour masquer leur incapacité à observer les règles de bonne gouvernance. Je pense que c'est la première fois peut-être dans l'histoire de l'Afrique ou du monde même où on apprend que des chefs d'État se sont réunis pour mettre sur pied une force anti-coup d'État. Je pense quand même que c'est une erreur de la part de la CEDEAO, parce que, rappelez-vous, au niveau de la CEDEAO et au niveau de l'Union africaine, il y a la convention qui a été ajoutée qui concerne la bonne gouvernance. Si la bonne gouvernance est mise en application, je pense qu'il n'y aura jamais de coup d'État dans nos pays. L'analyste politique, les populations de la CEDEAO comprennent aisément que c'est le boulevard pour certains d'entre ces chefs d'État de s'éterniser au pouvoir. Pour lui, il ferait mieux de monter une force pour lutter contre le terrorisme et protéger ainsi les frontières des États. C'est la preuve, une fois encore, cela n'est besoin de leur hypocrisie et de leur fuite de responsabilité, a-t-il conclu. À l'initiative donc de l'assistance nationale médicale, un panel a été organisé cet après-midi au niveau du palais des congrès de Niamey sur la question de la couverture sanitaire au Niger. Cette conférence entre dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la couverture sanitaire universelle. Plus de précisions dans ce compte rendu. Autour d'un parterre de panélistes, les acteurs de la santé et de la société civile ainsi que plusieurs ministères concernés se retrouvent pour échanger, débattre et dégager des perspectives sur la question de la couverture sanitaire au Niger. Ce panel des experts et techniciens de la santé a été une occasion pour le secrétaire général du ministère de la Santé publique de rappeler et donner un aperçu de la couverture sanitaire au Niger. Nous étions dans ce processus, n'est-ce pas, plutôt de la couverture des soins de santé, mais c'est un enjeu, un défi qui est de long process, puisque avec les trois politiques dont j'ai évoqué, la question financière était toujours là, qu'elle soit directe ou indirecte, ou qu'elle soit la gratuité partielle ou totale des soins de santé, font courir le risque, bien entendu, d'appauvrissement, ce qu'on appelle le risque financier. Pour prendre en charge sa santé, vous déboursez, bien entendu, un financement qui est au-dessus de vos possibilités.
Voilà pourquoi le ciblage, n'est-ce pas, de cette innovation, pour qu'il y ait réduction, n'est-ce pas, de risques financiers, pour qu'il n'y ait pas de dépenses catastrophiques de ménage pour prendre en soin. Les partenaires du Niger dans le domaine de la santé, par le biais de leurs représentants, ont réaffirmé leur détermination à accompagner le Niger dans le cadre de la couverture sanitaire au Niger. Nous, on aimerait quand même considérer cette CSU dans sa globalité. Il ne faut pas la considérer de manière parcellaire. Je peux vous dire, en tant que représentante d'Enabel au Niger, que Enabel va continuer à attribuer et à apporter sa contribution, tout en, on l'a déjà fait. Initié par l'Institut national de l'assistance médicale, le présent panel se déroule à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la couverture sanitaire universelle. Cette journée vise à mieux faire comprendre aux divers partenaires la nécessité de disposer de systèmes de santé solides et résilients et d'une couverture sanitaire universelle. Autre aspect de cette édition, ouverture ce matin de la 4e réunion du cadre national de concertation sur la finance inclusive au Niger au titre de l'année 2022. La réunion qui regroupe les acteurs du domaine de la finance inclusive a été donc ouverte par le secrétaire général du ministère en charge des finances. D'autres détails avec Youssouf Haïdra et Omar Boukali. Le Niger enregistre un faible taux en matière d'inclusion financière. Comment relever la barre haut pour une inclusion financière de la population? C'est dans cette optique que s'inscrivent les réunions du cadre national de concertation sur la finance inclusive au Niger. La 4e réunion du cadre qui met également en contribution les start-up et les PME autour des experts de la finance inclusive passera en revue les résultats des travaux abattus lors de la réunion d'octobre dernier. Le mandat est donné à un certain nombre de groupes de travail. Donc, il y avait 4 thématiques de groupes de travail dont chacun doit faire donc un travail pour pouvoir examiner chacun dans son domaine quels sont les inconvénients, quels sont les boulots d'étranglement par rapport au fait qu'on a un taux d'inclusion financière qui est faible. Aujourd'hui, nous allons présenter les travaux de ce comité qui ont eu le temps de faire ce travail de long en large et c'est le débat ici entre les membres du comité, mais y compris les acteurs qui sont des domaines mais qui ne sont pas membres du comité. L'inclusion financière est un idéal qui tient à cœur pour les autorités et le ministère des Finances se dit confiant quant à l'aboutissement de la stratégie adoptée. L'enjeu pour nous, c'est pouvoir nous faire remonter dans les classements, pourquoi ne pas être premier ou deuxième ou en tout cas être dans les top 3 en termes d'inclusion financière. C'est là l'enjeu, c'est comment essayer de faire en sorte que chaque Nigérien ait usage d'un service financier, que ce soit bancaire, que ce soit numérique, mais aujourd'hui avec la digitalisation, donc tout est foisonné dans un même environnement, c'est ça qu'on appelle l'écosystème financier et numérique. Donc le travail que nous faisons aujourd'hui, ça va permettre donc d'améliorer les scores en termes de taux d'inclusion financière dans notre pays. C'est cela l'enjeu. La 4e réunion du cadre national de concertation sur la finance inclusive au Niger au titre de l'année 2022 se soldera par la formulation des recommandations. Et puis le réseau des journalistes pour les droits de l'homme, RJDH, a procédé ce matin au niveau donc du restaurant Arc-en-Ciel de Niamey à la remise des prix aux lauréats du concours des meilleures œuvres journalistiques sur la promotion et la protection des droits humains au Niger. Une cérémonie qui a été parrainée par le président de cette institution avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Echatou Mamadou et Rabi Labo pour le compte rendu. La 2e édition du concours des meilleures œuvres journalistiques pour la promotion et la protection des droits humains au Niger intervient dans le cadre de la commémoration du 114e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme célébrée tous les 10 décembre de chaque année.
une initiative du réseau des journalistes pour le droit de l'homme visant à promouvoir les meilleures œuvres journalistiques traitant des droits humains. Au niveau du RJDH, on s'est dit que toutes les productions que les journalistes font ont un lien avec les droits humains. Et c'est pour ça que depuis la première édition, on ne s'était pas cantonné pour dire que voilà, c'est sur une thématique bien précise que ce concours va se tenir. On a ouvert pour dire que c'est sur les droits humains. Et chaque jour que je fasse, les journalistes font des reportages qui ont certainement un lien avec les droits humains. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, l'Union européenne, l'USAID à travers le projet Adalti, tous soutiennent cette initiative du RJDH. Les médias ont un impact indéniable sur la construction des mentalités et la vision que nous avons de notre monde. Les journalistes assument ainsi une importante responsabilité lorsqu'ils publient des informations, diffusent des reportages, conduisent des interviews ou éditent leurs journaux. Il y va de notre responsabilité commune de garder l'attention sur ce dossier, de le promouvoir, de veiller au respect des droits de l'homme. Vous le savez bien, comme Union européenne, le respect des droits de l'homme, la promotion des droits de l'homme est transversale à tous nos programmes et à toute notre action, au centre de nos attentions. Ce genre d'initiative est certainement un encouragement pour l'ensemble de la profession journalistique, tous médias confondus, pour consacrer davantage de leur temps, davantage de leur travail de recherche et d'investigation à cette question fondamentale de la protection des droits humains. Il est pour nous très important que ce concours soit pérenne et qu'il ouvre des perspectives aux lauréats et de façon générale à tous les participants au concours. Parrain de la cérémonie et président de la Commission nationale des droits humains CNDH, Mati El Haj Moussa réitère l'engagement de leur institution à accompagner les hommes de médias qui se sont lancés dans la défense et la promotion des droits humains, principale mission de la CNDH. La Commission nationale des droits humains, fidèle à son mandat constitutionnel de protection et de promotion des droits humains, accompagnera toute initiative visant à lever tous les obstacles réels ou supposés qui entravent l'exercice du métier de journaliste et qui, je le sais bien, à juste titre, constitue une source légitime de préoccupation pour vous. Sur la base des critères de l'originalité, la pertinence, la réalisation et la qualité technique des œuvres, sur les 25 éléments retenus, toutes catégories confondues, 3 ont été primés dans chaque domaine. En presse écrite, Mamansani Bachir de l'agence nigérienne de presse ANP remporte le premier prix en traitant sur le sujet entre errance et maltraitance, la double peine pour les malades mentaux. En audiovisuel, c'est la journaliste de Tal TV RTN, Nafisa Badamasi, qui a reçu le prix en abordant le sujet sur la mendicité des enfants. En audio, c'est la radio privée Garkwa de Maradi qui s'est fait distinguer à travers l'œuvre de la journaliste Saadatou Ibrahim sur les violences basées sur le genre, plus précisément sur les mineurs. Et le prix des médias a été décerné au studio Klangou de la Fondation Hirondelle. Des prix en matériaux remis par le réseau des journalistes pour les droits humains, RJDH. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Mais dans quelques instants, vous allez suivre votre rediffusion Presse Plus avec Abdurrahman Inoussa Issa. Très bonne réception. Au revoir.